Donc voilà, je voulais vous poser la question. Donc effectivement, vous, est-ce que ce parallélisme avec finalement un conflit de guerre et une reconnaissance de l'engagement des femmes, est-ce que c'est quelque chose de pertinent? Comment est-ce que vous voyez pourrait s'élaborer ce nouveau pacte social? J'ai lu aussi dans la presse aussi que Georges-Louis Boucher parle d'un nouveau pacte social aussi. Comment faire pour que dans ce nouveau pacte social, la dimension de genre soit prise en considération? Alors, vous avez parlé aussi, vous écrivez beaucoup sur l'écoféminisme, qui semble être quelque chose de tout à fait intéressant, mais je trouve, à part dans les milieux féministes, malheureusement, je n'en ai pas entendu beaucoup parler. Voilà, je vous laisse la parole. Voilà, j'ai eu quelques questions, mais si vous voulez insister sur autre chose, faites-le, n'hésitez pas. Merci. Merci à vous. Oui, évidemment, on peut faire un parallèle évidemment avec l'après-guerre 40-45. Il y a des similitudes et parmi les similitudes, il y a le fait que, comme pendant cette guerre, les femmes ont vraiment été en première ligne. On l'a dit, on l'a beaucoup dit, dans des métiers essentiels. Beaucoup de métiers de soins, mais pas que. Par exemple, on peut penser aux caissières aussi. Et puis, elles ont été aussi en première ligne dans la sphère privée. Bon, on n'a pas encore d'outils de mesure précis de ce qu'elles ont porté dans cette sphère privée, mais on peut quand même faire l'hypothèse que tout ce qu'elles faisaient d'habitude et qui pesait lourdement sur elles, la charge mentale, l'organisation domestique, s'est accru encore avec la crise, c'est-à-dire que les tâches relatives à l'hygiène, relatives évidemment liées au virus, les tâches relatives à l'éducation des enfants, il fallait enseigner à la maison, ont pesé sur elles plus, c'est ce qu'on entend, et qui reste à objectiver, ont pesé sur elles probablement beaucoup plus que sur les hommes. Maintenant, il y a quand même des grandes différences avec le contexte de l'après-guerre. Donc, l'après-guerre, on a à la fois mis en place la sécurité sociale et reconnu aux femmes enfin le droit de vote, pas tout de suite d'ailleurs. Le contexte est tout de même différent. D'abord, dans l'après-guerre, il y avait un rapport de force lié au contexte international, géopolitique, qui faisait qu'on avait très très peur que le communisme fasse tache d'huile, ce qui a amené finalement les gouvernements des pays à l'Ouest à reconnaître des droits sociaux très importants aux travailleurs, probablement plus importants que ce qu'ils auraient reconnu s'il n'y avait pas eu cette menace de l'autre côté du mur. Donc ça, c'est aussi dans ce contexte-là qu'on a fait avancer des droits sociaux. Et d'autre part, la durée de la crise était évidemment tout à fait différente. Hein. Le conflit avait duré 5 ans, ici il a duré 2 mois. Et peut-être que ça n'a pas permis, peut-être la peur que j'ai, c'est une crainte très profonde, c'est qu'on oublie très vite en fait. On oublie très vite, on a déjà nous-mêmes, chacun d'entre nous, oublié toute une série d'émotions qu'on a pu éprouver au début de cette crise, la peur de manquer, la peur d'attraper le virus, la peur, enfin, toute une série de peurs. Voilà. Alors, par ailleurs, il faut aussi relativiser la victoire des femmes après la Deuxième Guerre. Elles ont obtenu une victoire assez symbolique, qui est ce droit de vote, mais elles n'ont pas obtenu une grande chose du point de vue économique et social. La sécurité sociale mise en place à l'époque ignore très largement les femmes et se fonde sur un modèle extrêmement conservateur où le bénéficiaire des droits, implicite dans le modèle, même quand c'est formulé de manière neutre du point de vue du genre, le bénéficiaire des droits, c'est un homme. C'est un homme qui ne s'occupe pas des enfants, des responsabilités de care, de soins, d'attention, d'éducation. C'est un homme qui est dégagé de tout cela. Il y a quelqu'un qui s'occupe de ça gratuitement à la maison. Et donc, c'est ce travailleur à plein temps, à durée indéterminée, complètement investi sur le marché du travail, qui peut acquérir des droits. Et on les acquiert si on respecte ce modèle d'insertion professionnelle et si on est travailleur payé, salarié sur le marché du travail. Donc, les femmes se trouvent très largement exclues d'une série de droits parce que chaque fois qu'elles ne répondent pas tout à fait à ce modèle qui est la référence du système. Ça va évidemment s'améliorer progressivement avec le temps, mais le système reste
ce qu'on appelle en fait en sciences sociales la dépendance de sentier ou l'empreinte des origines, c'est-à-dire qu'à la marge, on va glaner des droits pour les femmes, mais il reste configuré par cette représentation des modèles familiaux et des rapports et la division sexuelle des tâches entre les femmes et les hommes. Donc, dans le fond, ce qu'il faudrait aujourd'hui pour correspondre d'une part à la réalité de l'insertion des femmes, de leur autonomie financière et de leurs besoins d'autonomie financière, c'est de refonder complètement ce système en intégrant de manière transversale la question du genre. On peut penser par exemple aux pensions qui seraient certainement plus favorables à tous, aux femmes, mais aussi à toutes les formes de travailleurs atypiques, parce qu'elles ont été précurseuses de toutes les formes atypiques de travail qui aujourd'hui touchent beaucoup de travailleurs et pas seulement les femmes. Ben, par exemple, en matière de pension, on pourrait certainement réfléchir à un modèle qui soit davantage fondé sur la citoyenneté que sur la carrière professionnelle, hein, et ce serait probablement plus favorable aux femmes et à une série de travailleurs atypiques. En matière de chômage, il est évident, et dans d'autres secteurs, il est évident qu'il faut supprimer les statuts qu'on appelle à tort droits dérivés, mais la modulation familiale des droits avec les statuts de cohabitants qui sont très préjudiciables aux femmes. Et puis, toutes les tâches de care, de soins, sont encore insuffisamment reconnues dans notre système, que ce soit dans la famille. Alors aujourd'hui, on met en place cette prestation Covid qui permet de reconnaître des congés pour scolariser les enfants à la maison pendant des épisodes de ce type. C'est très bien. On a tout de même fait des progrès dans ce domaine, mais il reste à faire des progrès. Et puis, sur le marché du travail, quand on sait que les femmes sont extrêmement présentes dans les tâches de soins, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup à faire pour reconnaître davantage ces tâches, à la fois en termes de statut du travail, de salaire, etc., mais aussi en termes de sécurité sociale et de reconnaissance, par exemple, du fait que certaines maladies sont des maladies professionnelles dans certains métiers. Comme Covid, par exemple, quand on l'a attrapé sur le lieu de travail parce qu'on est en contact dans des hôpitaux ou dans d'autres lieux comme les maisons de retraite avec des personnes atteintes elles-mêmes. Alors, cette nécessité de refonder le système autour de rapports de genre pensés de manière beaucoup plus égalitaire est une dimension qui est complètement congruente avec la transition écologique. D'abord, la première chose à laquelle il faut penser, c'est que cette transition écologique, et là je vais arriver à la question des écoféministes et la manière dont elles pensent ça, elle ne peut se fonder uniquement sur l'idée qu'on va rajouter quelques mesures d'économie d'énergie, et que ça va résoudre la question. Il est évident que ce que nous devons faire si on veut vraiment affronter le problème et le résoudre, c'est entrer dans un nouveau régime qui entraîne un changement culturel profond, un changement institutionnel, une autre manière de penser le travail, de penser la sécurité sociale et de penser nos institutions. Voilà. C'est un régime complet et tout ça doit être pensé en congruence avec comme objectif simultané la question du changement de la transition écologique et la question des rapports de genre et même des rapports nord-sud. En tout cas, c'est ce qu'elles nous enseignent les écoféministes. Donc, pour faire simple, ce qu'elles nous disent, c'est que leur pensée repose sur l'idée que le productivisme, qui est le fait que nous vivons soit dans les pays capitalistes, mais aussi dans les pays d'économie planifiée, nous vivons sur le produit à la fois de l'exploitation de la terre, qui n'est pas comptabilisé dans notre manière de concevoir la plus-value, l'exploitation des femmes et l'exploitation des pays du Sud, qui s'est concrétisée par l'esclavage, par la colonisation. Et ces trois formes d'exploitation répondent aux mêmes codes, aux mêmes modalités et se renforcent mutuellement. Et
c'est sur ces trois formes d'exploitation que repose tout le système productiviste qui est à l'origine de la destruction de la Terre et de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Anthropocène. Si on se concentre plus spécifiquement sur l'exploitation des femmes, c'est le fait qu'elles portent tout le travail de reproduction et que ce travail est naturalisé comme un travail gratuit, n'est pas comptabilisé dans les bénéfices du capitalisme. Et voilà, donc il faut changer toute cette manière de concevoir l'exploitation, ces trois formes d'exploitation, il faut les changer ensemble, et ça rejoint très fort ce que décrivent d'autres paradigmes, celui par exemple du développement durable. Alors, pour le moment, par exemple, je suis en train de travailler sur la question des masques pendant la crise, et c'est super intéressant de voir qu'on retrouve avec ce cadre d'analyse de l'écoféminisme. D'abord, on s'interroge sur, mais tiens, qu'est-ce qui fait qu'un jour, on a décidé que les masques en tissu étaient moins bien que les masques jetables? Et des historiens se sont penchés sur la question. Il n'y a pas de véritable argument scientifique. C'est une entreprise, c'est à un moment donné imposé sur le marché en disant, mais écoutez, jeter, usage unique, on jette, c'est beaucoup plus sûr, c'est beaucoup plus propre, c'est plus facile. Mais il n'y a pas d'argument scientifique qui disent, c'est meilleur d'avoir un masque jetable que d'avoir un masque en tissu. Écologiquement, ça pose un problème. Et dans la crise, on voit que la pénurie de masques n'a pas été résolue, en fait. Que la distribution de masques a dépendu en grande partie du travail des couturières, qui a d'abord été un soutien spontané qu'elles ont apporté pour des publics vulnérables, pour les soignants, etc. Et puis que le gouvernement a repris en disant « mais non, on va faire appel au civisme des couturières, elles vont nous aider ». Et c'est apparu comme tout le monde évident que ce travail devait être gratuit. Et ces femmes qui s'étaient engagées dans un premier temps par sens du devoir, après, on a considéré que c'était normal qu'elles fassent des masques pour tout le monde, y compris quand elles étaient des couturières professionnelles et que c'était leur métier. C'était des indépendantes, elles ont fait des masques gratuitement et quand elles ont voulu les faire payer, elles se sont fait insulter. Et en parallèle, on voit que la filière du textile, qui aurait pu se reconvertir et réorienter sa production vers la production de masques en tissu, c'était, après information, c'était une reconversion assez facile à faire, a estimé, n'a pas été déclaré secteur essentiel, a estimé que c'était trop onéreux, pas assez rentable de produire des masques. C'est pas que c'était à perte, c'était pas assez rentable. Et donc, elle a mis ses travailleurs qui auraient souhaité faire des masques, par ailleurs, au chômage temporaire. Donc, on a d'un côté un travail naturalisé comme gratuit pour produire un besoin essentiel, fait par des femmes, et de l'autre, des travailleurs, hommes et femmes, qui se sont retrouvés mis par le secteur au chômage temporaire, payés par la sécurité sociale. Donc, voilà, je veux dire, l'autre catégorie de personnes qui a produit des masques, on ne le sait pas beaucoup, mais c'est les sans-papiers. Ça nous ramène aussi à cette dimension nord-sud et à l'exploitation de travail gratuit de personnes qui sont aussi, à qui on ne reconnaît aucun statut et qui, eh bien, qui se sont, pour une partie d'entre eux, engagés dans ce travail-là. Donc voilà, ça c'est la manière dont on peut lire un petit peu cette crise à partir de l'écoféminisme. Et qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous enseigne en tout cas, quand on discute avec ces actrices, qu'elles ont développé une expertise extraordinaire en 2 mois. Une expertise technique pour fabriquer des tissus avec un très grand souci de bien faire, de faire des masques très protecteurs, de très bonne qualité. Donc, une vraie expertise technique, la qualité des tissus, comment les coudre, voilà, comment les ajuster, comment. Une expertise aussi en termes d'organisation de filière. Elle maîtrisait toute la filière depuis l'approvisionnement jusqu'à la distribution. Elles se sont solidarisées vis-à-vis des professionnels. À un moment donné, elles ont dit mais on ne va plus faire des masques pour tout le monde parce qu'on se rend compte qu'on empiète sur votre segment de marché. Donc, on va plutôt se concentrer sur des publics qui ne savent pas payer les masques. Et puis, aussi toute une réflexion sur la dépendance, notre interdépendance, la nécessité de relocaliser des filières,
le fait que c'est aussi pourquoi est-ce qu'il y avait des pénuries de masques, pourquoi est-ce qu'on était dans une optique zéro stock alors qu'il aurait fallu les stocker. Elles ont beaucoup réfléchi à tout ça. Et je crois que l'approche écoféministe nous dirait qu'il est essentiel aujourd'hui, si on veut reconstruire après la crise, de repartir de l'expérience vécue de tous ces travailleurs et d'entendre leur expertise, plutôt que d'arriver avec des idées top-down de voilà comment il faut faire pour rebâtir la société. Donc je pense qu'une des mesures phares qu'il faudrait proposer aujourd'hui, c'est une mesure de participation de tous ces acteurs de première ligne, en particulier des femmes, à tous les niveaux de consultation, de concertation et de décision et d'expertise écoutée, entendue, en particulier dans les fameux conseils qui ont été finalement les maîtres d'œuvre des mesures de crise et d'après-crise, et où la présence des femmes était en réalité insignifiante. Donc, je dirais que ça, c'est certainement une des mesures premières à prendre aujourd'hui. Voilà. Je ne vous entends pas. Voilà. Merci beaucoup pour cette intervention et merci aussi de nous proposer des propositions, parce que c'est vrai que j'ai oublié de le dire dans l'introduction, mais le but, c'est quand même essayer d'engranger un maximum de propositions et de recommandations. Et donc, merci. Donc, j'ai oublié de dire aussi, on va essayer, voilà, il y a 5 intervenantes qui doivent se succéder. J'espère qu'après, on aura un petit moment de débat et que bon, celles qui n'interviennent pas directement auront le temps de poser des questions. Voilà, je vais passer la parole maintenant à Nathalie Grandjean. Donc, Nathalie Grandjean, donc, vous travaillez à l'université de Namur et vous êtes intervenue, vous êtes aussi une spécialiste des études de genre et vous êtes intervenue dans une carte blanche, d'abord pour souligner qu'il y avait peu de femmes, qu'il n'y avait pas une parité dans le groupe d'experts donc qui était chargé de veiller au déconfinement. Et vous avez aussi attiré l'attention sur le fait qu'effectivement, il y a un déconfinement, mais on continue à télétravailler, les écoles recommencent, mais aussi bien qu'elles n'ont pas toutes recommencé, et que le secondaire notamment ne recommencera pas, qu'il n'y a pas vraiment non plus d'obligation au moins jusqu'à fin juin. Et donc vous vous posiez la question, on sait qu'on a une crise socio-économique qui nous attend, et c'est vrai que j'ai lu dans la presse ce matin de mémoire, il y a une augmentation du chômage de 11% en Wallonie, de 17% en Flandre et d'un peu moins d'1% à Bruxelles, mais qu'on prévoit une chute de création d'emplois de 44%. Donc voilà, on sait que dans les crises, les femmes font souvent les frais. Alors voilà, je ne sais pas comment vous voyez les choses et surtout, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter cela? On vous écoute. Voilà, bonjour, bonjour, bonsoir. Merci de m'avoir invitée d'abord, c'est très gentil, je suis ravie. Je veux peut-être commencer par revenir un peu sur la carte blanche qu'on avait coécrite avec Séverine Dussolier, donc qui est en fait une ancienne collègue de l'Université de Namur qui maintenant travaille à Sciences Po Paris, mais donc on s'est eu au téléphone début avril, on s'est dit il y a quelque chose qui ne va pas là dans ce groupe de travail déconfinement, confinement. Il n'y a pas de parité, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de perspective de genre. Et donc, c'est un peu mu par cette inquiétude et cette colère, comme ça qu'on s'est mis à écrire cette carte blanche. Alors, rappelez un peu rapidement ce qu'on y avait dit. Juste avant, oui, rappeler rapidement ce qu'on voulait dire, ce qu'on voulait souligner, donc une inquiétude et une colère face à ces groupes de travail finalement qui pour nous ne voyaient pas du tout, comment dirais-je, le déconfinement avec l'urgence aussi de reconnaître l'importance de la perspective de genre. Donc on a vu que pendant cette crise et alors je mets beaucoup de guillemets à la crise parce qu'en même temps, moi j'ai l'impression que ça fait 40 ans qu'on est dans un régime de crise, si vous voulez. Moi j'ai justement 40 ans et j'ai l'impression que ce régime de crise, il occupe un peu notre imaginaire politique, c'est la crise, c'est la crise. Et donc cette crise du Covid, si vous voulez, elle s'est surajoutée à un régime de crise un peu permanent dans nos démocraties depuis très longtemps. Et je veux dire, ce régime de crise, il légitime aussi un certain nombre de mesures et aussi de non-mesures. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que cette crise du Covid, c'est un peu
le miroir des inégalités, et notamment des inégalités entre les femmes et les hommes. Et donc, dans la carte blanche, on rappelait que les emplois, les inégalités persistantes et endémiques entre les femmes et les hommes, que les emplois dites de première ligne ou les métiers de première ligne ou les emplois de première nécessité étaient majoritairement occupés par les femmes, et qu'en même temps, ces emplois qui étaient massivement applaudis à 20 heures étaient ironiquement aussi les emplois, enfin les métiers, les emplois, les statuts, les fonctions qui étaient les moins valorisés, les moins bien rémunérés, avec des statuts très précaires, des horaires coupés, etc. Je pense à tous les métiers de soins, les métiers d'enseignement, le personnel des crèches, le nettoyage, l'entretien, la grande distribution, l'alimentation, finalement tout ce qui permet au monde de fonctionner, quoi. Tout ce qui fait que le monde est entretenu, est soigné, et qui fait que le monde est monde. C'est-à-dire, voilà, comment dire, tout ce qui fait que le monde arrive, comment dire, à vivre. Et ce qui est particulièrement inquiétant, c'est que tous ces métiers sont, comment dirais-je, remplissent cette catégorie qu'on appelle dans les études de genre, cette catégorie du travail reproductif, c'est-à-dire qui permet justement l'entretien du monde en opposition avec le travail productif, qui est un travail de production de valeur, c'est-à-dire de production de salaire et de valeur ajoutée. Et donc, on a bien vu pendant cette crise à quel point tout ce grand champ du travail reproductif était ultra important. Toutes ces personnes, toutes ces femmes étaient vues comme des héroïnes du quotidien. Mais par contre, dès qu'il fallait réfléchir politiquement ou bien prendre des décisions, être dans une zone de pouvoir, les femmes étaient absentes. Et ça a vraiment, si vous voulez, animé notre colère et notre inquiétude, vraiment un mélange des deux. D'autant plus que durant le confinement, eh bien, les femmes se sont retrouvées donc à la maison. Donc elles ont dû continuer à assumer la majorité des tâches domestiques, le soin des enfants, aussi faire l'institutrice, continuer à faire la maman, mais aussi, comment dire, s'inventer un nouveau métier d'institutrice, prendre en charge justement ce qu'on appelle la charge mentale, donc toute la logistique des foyers, mais aussi ce qu'on appelle la charge émotionnelle, donc un épisode quand même relativement traumatisant en fait pour chacun et chacune d'entre nous, dont on ne mesure pas encore le trauma, mais donc ce sont les femmes qui sont en charge en général de comment dire, sauver la charge émotionnelle, c'est-à-dire de faire en sorte que ce confinement se passe bien, qu'il n'y ait pas trop de tension, etc., etc. Alors pendant ce confinement, on a vu que les femmes avaient moins accès à leur comment dire, aux soins et donc à la santé reproductive. Et on a vu aussi que pendant ce confinement, beaucoup de femmes qui étaient déjà dans une grande précarité se sont retrouvées en danger. Je pense aux femmes migrantes, aux femmes dites sans papier, aux femmes chefs de famille, donc c'est-à-dire en charge d'une famille monoparentale. Donc 80% des familles monoparentales sont en fait, dont la chef de famille est en fait une femme. Les femmes sans abri, les femmes et les personnes en situation de prostitution, les vieilles femmes, alors je mets des guillemets parce que évidemment c'est un peu moche comme ça, cette manière d'appeler les vieilles femmes, et donc les femmes âgées sont aussi des femmes qui étaient en danger. Voilà, et on voit que durant ce régime de crise, tout ça s'est aggravé, tout ça est devenu un miroir vraiment grossissant des inégalités. Alors, ce qu'on voulait aussi montrer dans cette carte blanche, c'est qu'on voit tout ça, mais ce sont des situations qui sont présentes bien avant la crise. Je veux dire, ce sont des inégalités qui existaient déjà. Donc, c'est pas la crise du Covid qui nous a amené à voir tout ça. Tout ça, on le voit, et les associations de femmes et les féministes, dont vous faites partie, ou alors, comment dirais-je, où vous avez des accointances avec ces visions-là, vous savez que ce ne sont pas des choses qui sont neuves. Mais par contre, c'est des choses qu'on voit bien maintenant. Alors, ce qui est important aussi, qu'on voulait souligner, c'est que cette question du foyer, alors ça, c'est quelque chose aussi qui nous a beaucoup inquiété, Séverine Dussolier et moi, c'est que ce retour au foyer, qui a parfois été présenté comme pas forcément des vacances, mais finalement un moment peut-être de mise en parenthèse, un peu familial, le foyer n'est pas un lieu de quiétude et de ressourcement pour tout le monde, en fait, bien loin de là. Le foyer, c'est aussi parfois, pour certaines femmes, un lieu où il y a des violences, et on a vu que les violences envers les femmes avaient considérablement augmenté durant le confinement. C'est un lieu de charge, charge mentale, charge émotionnelle, charge professionnelle. Et donc, je trouve que ce qui a manqué aussi, et c'est pour ça qu'on a besoin d'une perspective de genre dans le confinement et déconfinement, c'est de voir qu'en fait, on doit être très prudent face à ce retour du familialisme qui nous guette.
Hein, je veux dire, on doit pas considérer que ce retour au foyer, le télétravail de manière généralisée, est quelque chose qui va bénéficier aux femmes, et plutôt qui va plutôt les désavantager, tant dans leur privé que dans leur public, si vous voulez. Hein. C'est que beaucoup de femmes, entre guillemets, dans les conditions ordinaires de la vie, qui vivent des violences conjugales, ont l'extérieur aussi pour respirer, hein, où les conjoints violents, ils sont un moment à l'extérieur, etc. Il y a moyen de sortir, il y a moyen de fuir, et là, pendant le confinement, il n'y avait plus moyen. Alors, il y a les femmes, évidemment, mais il y a aussi, comment dirais-je, les enfants, hein, les enfants et les âgés. Donc, évidemment, et là, je vais un peu m'expliquer sur ce que j'entends par une perspective de genre. Donc, quand on parle de perspective de genre, évidemment, on pense aux femmes, mais on doit aussi, on pense aussi au rapport systémique qu'il y a entre les hommes et les femmes, et on pense aussi à cette idée que les femmes sont les invisibles de la société. Hein, notamment sur des questions de travail, qui est le thème du groupe de travail d'aujourd'hui. Elles sont les invisibles, elles sont invisibilisées par ce travail reproductif, et que ça doit nous amener à voir tous ceux et toutes celles qui sont invisibilisés, tous les invisibles. Hein. Parce que parmi ces invisibles, il y a, je dirais, ces invisibles qu'on ne veut pas voir et qu'on ne veut pas entendre, il y a toute une série aussi de personnes dites mineures. Hein, donc ce concept de minorité, je pense que c'est un concept, enfin j'en pense pas, c'est un concept un peu légal qui dit voilà, qu'en fait, on n'est pas dans une position de majorité qui nous permet d'exercer une voix de citoyen et de citoyenne sur l'espace public, mais une position où quelqu'un d'autre doit s'exprimer à notre place. Je pense là, par exemple, aux personnes très âgées qui étaient dans les homes, hein, et qui ont, eux, vraiment, excusez-moi l'expression, mais qui ont morflé pendant le confinement, et aussi aux enfants. Hein. Donc, ce sont deux catégories de personnes qui sont des invisibles et des mineurs, et dont on n'entend pas la voix, et dont la voix, finalement, n'a pas besoin d'être entendue, puisque d'autres parlent pour eux. Hein, et donc, la perspective de genre, ou la lunette de genre, je pense que c'est extrêmement important. Et alors, je voudrais mettre un peu 3 points comme ça pour exprimer qu'est-ce que c'est une perspective de genre dans ce cadre-ci. C'est d'une part accepter la réalité de ces constats et accepter que cette réalité, elle est antérieure à la crise. Deuxièmement, c'est comprendre que la crise qui nous arrive est un miroir qui rend visibles les invisibles, hein, et qu'il faut accepter de voir ces invisibles. Et chausser une lunette de genre, justement, c'est accepter de voir ces invisibles et de voir aussi parmi ces invisibles ceux qui n'ont pas droit, quand en moment, si vous voulez, on enlève ce voile, hein, et on les rend visibles, qui n'ont même pas droit à exister parmi ces invisibles. Et donc toutes ces minorités que sont les enfants, les vieux, les vieilles, les sans-papiers, les handicapés, donc tous ceux qui manquent de droits pour se faire entendre. Donc à ce titre-là, je pense qu'une des mesures, et là je rejoins complètement Pascal Vielle, c'est vraiment dans chaque groupe de travail, chaque réflexion qui est faite, c'est exiger la parité, et exiger aussi que dans cette parité, il y ait toutes sortes, enfin des personnes qui en général sont des sans-voix, à qui on pourrait donner la voix. Et alors enfin, pour compléter cette idée de lunettes de genre, je voudrais aussi voilà, revenir sur cette question du travail reproductif, hein, qui, voilà, comme on le disait, massivement applaudi durant le confinement à 20h, célébré, voire un peu voilà, mis sur un piédestal. Et là, j'avais quand même l'impression, quand j'entendais les discours, que ce soit en Belgique ou en France, où c'est les héros du quotidien, etc., qu'on en était un peu retourné à la Deuxième Guerre mondiale, justement, on en parlait tout à l'heure, avec le maréchal Pétain qui organise une fête des mères pour un peu se dire, allez, on va leur donner une fête, elles vont être contentes, quoi. Donc oui, ça avait quelque chose de foncièrement hypocrite. Alors évidemment, je ne dis pas que les gens qui applaudissaient massivement à 20h étaient des hypocrites, mais je trouve qu'il y a quelque chose de foncièrement hypocrite d'applaudir et de délivrer des médailles, et de ne pas vouloir revaloriser des métiers, justement, qui ont montré toute l'importance et tout le bien fondé de leurs valeurs, justement, hein, et de mettre en acte le fait que cette valeur n'est pas simplement une valeur de production financière. Donc c'est vrai qu'il faut, alors pour moi, il faut reconnaître, il faut valoriser tant financièrement, salarialement, je veux dire matériellement, tout ce travail reproductif, mais il faut aussi pouvoir le reconnaître et en faire, comment dirais-je, une reconnaissance symbolique forte, d'accord? Et on voit que, si je pense par exemple à l'enseignement dans les pays scandinaves, on voit que les professeurs ont une reconnaissance salariale et symbolique beaucoup plus grande qu'ici, et on voit qu'il n'y a pas du coup de problème, il n'y a pas de problème de dénigrement ou de mépris envers les profs, et aussi de pénurie comme dans nos pays. Bon, ça c'était un petit exemple, mais alors pour terminer, parce que je ne suis pas seule à parler, juste aussi terminer en disant, voilà, il y a
comment dire, cette idée que le travail reproductif, évidemment, entretient le monde et quelque part, il sauve le monde. Et on a vu que pendant la crise, ce travail reproductif avait sauvé notre monde. Et en même temps, il y a aussi, je trouve, nécessité, et là je rejoins complètement Pascal Vielle sur cette question-là, de s'interroger sur est-ce que ce monde qu'on cherche à sauver est-il toujours le monde qu'on souhaite, dans lequel on souhaite vivre, hein. C'est-à-dire, et là je reprends aussi une écoféministe, et parce que je partage aussi complètement ses convictions, c'est Françoise d'Aubonne, voilà, qui est un peu une écoféministe historique, qui dit il ne s'agit pas simplement de sauver le monde, il s'agit de savoir si on veut toujours un monde, hein, c'est-à-dire si on veut faire en sorte qu'il y ait encore un monde pour voilà, ceux qui vont venir après nous. Et donc, voilà, je voudrais du coup, à la suite d'autres féministes, mais aussi de Pascal Vielle, voilà, d'insister sur cette reconnaissance, si vous voulez. Et là, je parle peut-être, je ne l'ai pas dit au début, mais je suis spécialiste des études de genre, mais je suis aussi dans ma formation philosophe, donc faire une insistance peut-être sur la question du soin, ce qu'on a appelé en philosophie les théories du care, hein, donc c'est cette idée qu'en fait on on propose une vision du monde, c'est-à-dire une vision des êtres humains qui n'est pas d'abord une prémisse qui est basée sur l'autonomie et la toute-puissance comme ça d'un sujet qui, voilà, si vous voulez, ce qui ferait un homme ou une femme, ce serait, voilà, qui serait tout à fait autonome, mais ce qui fait d'abord un être humain, c'est qu'il est dans l'interdépendance, dans la vulnérabilité et dans toute sa fragilité, hein. Et donc, si vous voulez, c'est vraiment essayer de prendre au pied de la lettre ce qu'on appelle une prémisse ontologique, c'est-à-dire de reconnaître en fait qu'on ne peut pas faire autrement que d'être interdépendant, que d'être vulnérable, etc. Et donc, du coup, à partir de là, pouvoir, comment dire, valoriser le soin, valoriser l'attention, valoriser le soin aux autres, mais le soin à la terre, le soin, comment dirais-je, aux altérités multiples, etc., etc. Alors, je vais terminer en disant ça. Par contre, ce à quoi je suis fort attentif, c'est que cette théorie du care ne doit pas non plus nous faire retomber dans une idée. Il faudrait qu'on ait un rapport au monde qui soit absolument féminin, c'est-à-dire qu'on rejouerait un peu, si vous voulez, la partition du cliché, hein, que les hommes seraient toujours dans l'indépendance, l'autonomie, etc., la puissance, et les femmes seraient dans la douceur, et donc on devrait finalement organiser un monde plus féminin et bannir un monde plus féminin. C'est pas de ça dont il est question. Ce dont il est question, c'est vraiment d'essayer de politiser justement cette théorie du care, de voir comment on peut rendre politique la nécessité de l'attention à l'autre, hein, et pas simplement comment dirais-je, voilà, rejouant des différences hommes-femmes dont on sait qu'elles ont joué en défaveur des femmes. Voilà, je ne sais pas si... Est-ce que vous m'aviez posé d'autres questions? Je pense que voilà, j'ai dit ce que je voulais dire. Merci beaucoup. C'est vrai que quand on parle d'écoféminisme, je trouve que c'est une notion qui a l'air porteuse d'espoir, mais c'est vrai que c'est difficile à concrétiser et je trouve que c'est difficile aussi à traduire quand on ne se plonge pas vraiment dedans. Mais voilà, c'est pas d'espoir. J'ai de nouveau des interférences, j'espère que ça va aller. On a décidément beaucoup de problèmes de son pour le moment. Donc, je crois que Gaël Demey nous a rejoints. Oui, et j'aimerais bien lui donner la parole. C'est vrai qu'il y avait eu un communiqué de presse des femmes CSC où Gaël parlait de la menace qui pesait sur l'autonomie économique des femmes. Peut-être parler de cela. Et aussi, on a parlé beaucoup du care. On sait qu'effectivement, dans tous ces métiers essentiels, il y a beaucoup de femmes. On a parlé déjà beaucoup de revalorisation financière, symbolique aussi, d'une plus grande participation des femmes à tous les niveaux. On a parlé des métiers pénibles. Donc, finalement, beaucoup de femmes, moi, ça me frappe toujours, c'est parce que aller être soignant, d'être familiale, on sait bien que ce sont des métiers qui sont souvent très lourds, très fatigants. Et souvent, les femmes arrêtent ces métiers-là bien avant l'âge de la pension, tout simplement parce qu'elles n'y arrivent pas. Alors souvent, ce qu'elles font, c'est qu'elles réduisent leur temps de travail, mais du coup, elles se retrouvent tout à fait avec des pensions
ridicule. Donc, alors qu'effectivement, il faudrait reconnaître cette pénibilité, soit pour aménager leur temps de travail. Voilà. On a parlé aussi, c'était intéressant, de maladies professionnelles. Voilà. Donc ça, je me dis, ça relève vraiment du niveau syndical. Et j'espère que Gaëlle Demey pourra peut-être nous en dire un peu plus. Pourquoi ça n'avait pas été reconnu à l'époque comme métier pénible. Et maintenant, on parle beaucoup du fonds blouse blanche. J'ai surtout entendu qu'effectivement, il y avait un espoir de créer davantage d'emplois. Je n'ai pas approfondi assez comme c'était d'aujourd'hui, mais est-ce que là-dedans, il y a vraiment une revalorisation salariale? Je n'ai pas vraiment entendu ça. On a parlé à un moment donné de prime Corona. Je ne sais plus très bien non plus où ça en est. Bon, je ne sais pas si Gaëlle va pouvoir nous expliquer tout ça, mais je lui donne la parole, qu'elle réponde à mes questions, qu'elle parle d'autre chose. Mais je n'y ai pas encore bien. Ah voilà, je la vois, je la Si, je vois. suis là, voilà. Je cède la parole, j'éteins mon micro. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour à toutes. Merci beaucoup pour votre invitation. Ça va pour le son? Vous m'entendez? Oui, OK, très bien. Alors, donc je vais essayer de répondre, à tout cela, voilà, de manière succincte. J'ai jusque quelle heure, Dorothée, plus ou moins? Je lis sur tes lèvres. Bon, on va voir. Tu me coupes si jamais ou tu me donnes un petit, tu me fais un petit signe. Voilà, donc effectivement, on avait fait un petit communiqué, enfin un petit, non, un grand communiqué de presse, un communiqué de presse important en tout cas sur le fait que, ça nous semblait hallucinant, que début mai, on reprenne, en fait, il y avait vraiment toute une communication, mais partout, y compris dans le monde syndical, sur le fait qu'on allait reprendre le boulot comme si de rien n'était. Et donc, ça nous a semblé complètement dingue qu'on ne prenne pas en compte le fait que, 1/3 des travailleurs, je pense, sont parents et donc entre un quart et un tiers, je pense et que, à ce moment-là, il n'était absolument pas question que les enfants reprennent à l'école ou alors seulement pour les premières primaires, première, deuxième secondaire, mais encore pour cela, c'était 1 jour ou 2 par semaine et pour les autres, c'est comme si tout à coup, on allait pouvoir retourner, au boulot de manière présentielle sans voilà, comme si de rien n'était. Alors on a eu des cas, un peu catastrophiques, hein, de familles, particulièrement les familles monoparentales, donc des femmes, 80 sont des femmes qui sont en situation de famille monoparentale, qui se retrouvaient avec 0 plan en ayant, été notamment dans des secteurs, essentiels, en tout cas dans la grande distribution ou dans les magasins, en ayant épuisé tous leurs congés payés parce que, bah, elles étaient toutes seules, donc pas possibilité de faire garder leurs enfants et au moment où elles retournaient, elles ont déjà épuisé en fait tous leurs congés de l'été, avec tous leurs congés de l'été, oui, avec un stress pas possible au moment où on ne savait pas encore quand les stages allaient pouvoir se tenir et sans pas d avec 0 solution pour la période entre 2 qui s'annonçait et pour lesquelles c'était vraiment très compliqué. Donc on a eu un cas notamment, d'une dame qui travaillait dans une entreprise, un magasin de bricolage, qui a un enfant de 16 ans, je pense, et un bébé de 5 mois. Et donc elle disait: «Mais je vais pas confier le bébé de 5 mois au gamin de 16 ans». Enfin, c'était juste pas possible et l'employeur la menaçait clairement de la licencier si elle ne rentrait pas au boulot dans les temps. Donc tout ça nous a montré que, directement, en période de crise et comme d'habitude, qui fait les choix et porte majoritairement, notamment les choix en termes on l'a dit, de conciliation de vie privée, de vie professionnelle, en tout cas d'organisation générale et finalement de réorganisation certains jours, finalement, à la demi-journée de la vie familiale et professionnelle en même temps, de cette conciliation-là, c'est les femmes. Et qui risque encore, de se retrouver sur le côté et de voir son autonomie économique et financière, durablement affectée, ce sont les femmes encore, en ne prenant, ben voilà, leur congé, en réduisant leur temps de travail, en prenant le congé corona qui était, effectivement une de nos revendications avec notamment la Ligue des familles, mais qui en même temps a plein de limites parce que le congé corona, on sait le prendre que si on est à minimum 75 de temps de travail. Il a un impact sur les revenus financiers et donc ne vont pouvoir le prendre que en fait les familles traditionnelles, un papa, une maman et des enfants qui sont déjà dans une situation où on n'est pas sur la corde raide en temps normal et donc ça nous semblait quand même complètement dingue et là-dessus, on rejoint une réflexion que Pascal Vielle a fait très régulièrement, qui est de dire, mais cette sécurité sociale, on doit vraiment la concevoir d'abord pour les familles monoparentales, ou en tout cas en les ayant en tête. Et si c'est fait dans ce cas, enfin, si c'est bon
pour les familles monoparentales, alors ce sera bon pour tout le monde. Mais donc là, y compris nous, on a voilà un travail encore à faire en tant que syndicat de se dire, enfin, et nous comme femmes au sein des syndicats, d'alerter tout le temps et de dire mais changeons un peu nos cadres de pensée parce que la vie c'est pas qu'un papa, une maman et des enfants et voilà. Et donc à un moment donné, il faut pouvoir, en tout cas ça a bien montré que de nouveau en situation de crise, c'est les femmes qui sont sur la corde raide et qui risquent. Et donc nous, ce qu'on redemandait aussi à ce moment-là, c'était une espèce de protection de la parentalité. C'est-à-dire, à un moment donné, quoi, les employeurs, ils vont faire le choix entre leurs employés, dans le pire des cas, qui ont des enfants et ceux qui n'en ont pas, y compris en termes d'évaluation du travail. Est-ce qu'on va évaluer les 2 mois qui sont passés dans certaines entreprises, les parents qui ont travaillé avec un, 2, 3 enfants en bas âge, de la même manière que des travailleurs qui ont travaillé seuls chez eux avec des difficultés? Je n'en dis qu'on vient absolument pas, mais c'est quand même autre chose que de travailler, télétravailler avec des enfants. Donc voilà, donc tout ça, c'était vraiment des choses qui effectivement nous semblaient importantes à rapporter. Et c'est vrai que sur la ligne, vraiment covid et l'organisation, de la vie familiale, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à dire. On pourra en discuter sans doute dans le débat, mais en tout cas, on lance aussi un projet vraiment de recherche qualitative sur ce qui s'est passé dans les dans les foyers, en fait, de se dire, on a tous dit au début: «Ah super, on va peut-être enfin avoir, une meilleure répartition des tâches domestiques et familiales entre les hommes et les femmes». Est-ce que ça s'est passé? Intuitivement, on voit bien, quand on en parle avec des militants, des affiliés et cetera, que ce n'est pas le cas. Maintenant, il faut pouvoir objectiver tout ça et voir dans quelle mesure on va pouvoir travailler à ce qu'il se passe autre chose, dans l'après ou dans la phase de déconfinement ou dans la vie que nous allons avoir après. Enfin, en tout cas, sans doute que l'occasion a été, saisie dans les couples où cette question des tâches domestiques et familiales était déjà un sujet de couple avant le confinement et qu'à ce moment-là, les cartes ont été remises à plat et on a pu mettre en place une organisation qui convenait, heu, au papa et à la maman dans ces cas-là. Maintenant, dans les autres configurations, en tout cas, ou quand ce n'était pas un sujet déjà discuté au sein du couple, on voit qu'il y a en gros, tout est retombé de nouveau, sur la femme. Mais là, voilà, ça c'est un ressenti que je vous donne de ce que j'ai un petit peu récolté autour de moi. Mais effectivement, nous allons lancer un projet de recherche, qui objectivera tout ça et j'espère on pourra avoir rapidement des premiers résultats. En tout cas, l'objectif, c'est d'en avoir déjà au mois de décembre. Par rapport à la question de la pénibilité, du travail des femmes et de pourquoi, dans les discussions notamment sur les questions des pensions, on est passé à côté du coche finalement de la reconnaissance de la pénibilité du travail des femmes. Alors je rappelle juste que, donc il y a 4 critères de pénibilité du travail qui sont, reconnus. Et qu'on essayait de faire reconnaître dans ces négociations-là, c'est la pénibilité des circonstances de travail en raison des contraintes physiques, donc qui sont liées à l'environnement ou en raison des charges physiques qu'on porte. La pénibilité dans l'organisation du travail, par exemple, le travail à pause ou le travail de nuit. La pénibilité en raison des risques de sécurité élevés, bah, par exemple, travailler dans un environnement, voilà, dans un environnement infirmier où il y a du covid, c'est un risque physique, ou sur le bord des routes, par exemple. Et des pénibilités de nature mentale ou émotionnelle, donc c'est ce qu'on appelle la charge psychosociale. Alors, il faut savoir que le patronat était hyper récalcitrant après à prendre en compte tous les facteurs de pénibilité et ne voulait en reconnaître que le travail donc de nuit. Ça, il voulait bien reconnaître que c'était un facteur de pénibilité, mais le reste c'était, enfin il n'a pas voulu en fait, c'était hyper compliqué. Et en plus, pour le moment, donc ce qu'il y a, c'est qu'on travaillait en enveloppe fermée. Donc nous, notre objectif, c'est pas que le travail qui est pénible, le travail masculin, dans les secteurs masculins qui est pénible, ne soit plus reconnu comme métier pénible parce qu'effectivement, il est pénible et il doit être reconnu comme métier pénible. Nous, notre objectif, c'est que le travail des femmes qui est pénible soit reconnu comme métier pénible et donc qu'elles puissent partir plutôt à la pension, qu'elles puissent avoir des aménagements de fin de carrière et éventuellement des primes. Or, qu'est-ce qu'on voit? Ça, c'est vraiment, finalement il nous manque aussi, d'études, enfin on en a, hein, mais en tout cas, il manque aussi même presque d'imaginaire par rapport à ça. Moi, je dis toujours, bah, voilà, par exemple, les aides-soignantes, les aides familiales, les puéricultrices, les instituts maternels, les infirmières, elles portent des charges lourdes
et précieuses à longueur de journée. Et donc, effectivement, quand on va donner notre enfant le matin à la puéricultrice ou à l'institut maternel, on ne veut absolument pas qu'elle le laisse tomber. Donc, cette charge est lourde et précieuse. Et on a envie qu'elle l'ait dans les bras. On voit bien la difficulté maintenant de ne pas pouvoir porter, de ne pas pouvoir prendre les enfants tout près. C'est quelque chose d'une violence très, très forte pour les parents, comme pour les enfants, comme pour les travailleuses d'ailleurs. Et donc ça, c'est ce qu'elles font à longueur de journée. Et on veut qu'elles puissent continuer à le faire. Mais c'est ce qui pète le dos à un moment donné et il y a pas d'instruments, il y a très peu d'instruments qui peuvent permettre de manipuler, d'avoir des instruments de manutention des gens. Ce serait même violent aussi d'ailleurs. Pour les sacs, par exemple les maçons, on a pu réduire le nombre de kilos de leurs sacs de ciment. Pour les femmes, pour les charges lourdes et précieuses des femmes, c'est nettement plus dur de pouvoir évidemment réduire les kilos des charges qu'elles vont porter. Les travailleuses du nettoyage et de la grande distribution, elles sont victimes de troubles musculo-squelettiques. On le voit. À un moment donné, elles ne savent plus faire certains mouvements. Et même si on change la manutention, ça recommence d'un autre côté. Et donc, à un moment donné, ce travail-là n'est pas tenable à temps plein toute une carrière. Physiquement, c'est pas possible. Donc nous, ce qu'on demande comme femme CSC, c'est de diminuer la norme du temps plein. On sait que la norme du temps plein n'est pas tenable, donc il faudrait qu'on diminue, que les travailleuses soient payées à temps plein pour un 18 ou un 20 heures semaine, comme c'est le cas en fait actuellement, parce que c'est des métiers où les employeurs le savent très très bien, évidemment. On n'engage quasiment pas à temps plein dans les titres-services, dans la grande distribution, etc., parce qu'on physiquement, on ne tient pas. Donc, soit on ralentit le rythme, soit on réduit le temps de travail. Ça, c'est un autre critère. Et évidemment, le critère charge mentale et émotionnelle, ça, c'est le critère qui existe dans tous les métiers du soin et aussi très, très fort, évidemment, dans les métiers de l'enseignement. Il suffit d'aller faire un petit tour dans une classe de maternelle pour voir ce que ça peut engendrer comme charge voilà, émotionnelle et être face à un groupe d'ados en cours aussi. Voilà, ce sont des charges qu'on porte et que à un moment donné, au bout d'une carrière, qui sont lourdes. On use ses cartouches finalement petit à petit et on ne tient pas toute une carrière ou en tout cas difficilement s'il n'y a pas certains aménagements qui peuvent être mis en place. Donc le gros problème qu'il y a eu dans cette négociation-là, c'est effectivement la question de l'enveloppe fermée et du fait que, on n'a pas su avoir le rapport de force aussi pour dire à un moment donné, on doit faire rentrer d'autres catégories de travailleurs. Mais c'est compliqué de faire rentrer syndicalement aussi des catégories de travailleuses qui vont y être au détriment de catégories de travailleurs qui ont toute une légitimité à y être. Donc voilà, ça c'était un peu ce qui était compliqué. Alors, pour le moment, qu'est-ce qui se passe dans le secteur principalement des soins de santé, par rapport à, toute cette revalorisation dont on parle, cette valorisation ou revalorisation? Effectivement, il a été question d'une prime Corona, donc de 1 450 € pour les docteurs, infirmières, pharmaciens et les autres professions des soins infirmiers. Ça, c'était une proposition de Maggie de Bloch, tout début avril qui a, finalement suscité, plutôt une réaction négative de la part de mes collègues du non marchand parce qu'elle était limitée à 10 000 personnes. Or, c'est plus que 10 000 personnes qui travaillent dans ce secteur-là. Parce que, ça va avoir des effets très néfastes sur des équipes, qui travaillent de manière multidisciplinaire et qui ont travaillé toute la crise de manière multidisciplinaire, voilà, sans discontinuer. Donc il y a eu, les brancardiers, le personnel d'entretien, les ambulanciers, les personnes qui nettoient dans les hôpitaux, les gens qui sont au catering. Donc, dans les hôpitaux, on a continué à nourrir les gens aussi, mais aussi toutes les personnes qui sont du secteur, voilà, du service des aides à la jeunesse, des personnes handicapées, dans les hôpitaux psychiatriques, dans la culture aussi. Il y a des choses qui ont continué à se faire, dont on a pu profiter pendant le Covid et qui donc ça poserait question de donner une prime one shot. Ça peut l'être, mais une prime one shot, c'est une récompense pour service rendu, c'est une petite médaille, comme on dirait, chez nos voisins français. Ils vont sans doute pas la refuser, mais ce que veut vraiment le personnel, hospitalier, c'est une revalorisation, durable, pérenne, heu, de leur salaire. Ça, c'est clair et net. Le salaire est insuffisant, il est insuffisant pour le moment, en salaire brut de préférence évidemment, une amélioration urgente de leurs conditions de travail. Les soins de santé, le personnel du soin de santé était mobilisé avant la crise, du Covid et ça partout, en Belgique, en France, mais un peu partout en Europe, en disant qu'on les obligeait, vu les conditions de travail dans lesquelles ils étaient, à être maltraitants avec certains patients.
C'était clairement le cas dans les maisons de repos et de soins en Belgique, dans les EHPAD en France, mais également dans tous les secteurs hospitaliers. Les mardis des blouses blanches, c'était avant le Covid, avant même qu'il arrive ici en Belgique. Donc ça, les conditions de travail et l'impact direct que ça a sur les bénéficiaires, c'est quelque chose sur lequel on doit travailler absolument maintenant. C'est hyper important. Créer de nouveaux emplois là-bas aussi. Ils sont en sous-effectif partout, partout, partout. Donc ça, c'est vraiment essentiel qu'on crée des nouveaux emplois pour limiter aussi les cadences. Je rappelle que dans les maisons de repos, on demande à des aides-soignantes ou à des infirmières de faire des toilettes en 7 minutes. Alors faites déjà juste votre toilette à vous, qui, je l'espère, être le mieux en forme possible, en moins de 7 minutes, juste à vous toute seule, sans manipuler rien du tout, en fait, c'est impossible. Donc, on leur demande d'être maltraitants par rapport à des bénéficiaires, par rapport à des patients. Donc, créer des emplois, c'est essentiel. Favoriser la formation vers ces emplois, c'est essentiel aussi. Permettre des passages plus faciles, par exemple, d'éducateurs à infirmiers, etc. Ça existe, mais il faut encore intensifier les processus de formation pour que ces formations essentielles redeviennent ou deviennent attractives, que les gens veulent y rester. Mais évidemment, les gens ne vont pas y rester s'ils sont dans des conditions de travail hyper difficiles, mal payées et peu reconnues. Donc ça me semble quand même être juste normal. Donc effectivement, par rapport au fonds blouse blanche et à l'utilisation de ce fonds blouse blanche, des préavis de grève ont été déposés dans toutes les commissions paritaires du non-marchand aujourd'hui parce qu'ils veulent vraiment relancer la négociation sur l'utilisation du fonds blouse blanche et qui soit lié vraiment à tout ça, à tous les points que je viens de dire, la revalorisation salariale pérenne, une amélioration urgente des conditions de travail et favoriser des nouveaux emplois et la formation vers ces emplois-là. Alors, je regarde encore un tout petit peu les questions que vous m'avez posées pour essayer de ne pas en louper, mais en tout cas dans des propositions très concrètes, si j'arrive déjà là, pour pouvoir, finalement pour pouvoir s'en sortir. Je vais en donner une toute concrète maintenant pour l'analyse et pour le futur. C'est d'avoir des statistiques genrées et d'affiner les statistiques, notamment en ayant des statistiques par profession. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas en Belgique et qu'on a en Angleterre et c'est notamment sur base, de ces statistiques-là que, les chauffeurs de la STIB en Belgique se sont mis en grève parce qu'ils ont vu qu'en ayant des statistiques par profession, ils ont vu que les hommes étaient les plus touchés dans les services dans les transports en commun et que donc par le Covid et cetera ou en tout cas par les maladies. On n'a pas ce genre de statistiques ici qui montrent à l'inverse évidemment que ce sont les femmes qui sont les plus touchées parce qu'elles sont le plus dans les secteurs des soins et cetera et donc ça, c'est essentiel évidemment. Comment est-ce qu'on peut revendiquer des choses si on n'a pas ce type de statistiques? Donc ça, c'est très important à revendiquer et l'autre chose vraiment qui permettrait de basculer d'un système à l'autre pour nous, ce serait de mettre en place une réduction collective du temps de travail avec maintien du salaire, assorti évidemment d'un travail d'éducation permanent très fort pour ne pas que cette RTT amplifie le travail domestique et familial des femmes. Ça veut dire qu'il faut évidemment qu'on rediscute, oui, mais c'est ce qui se passe pour le moment, c'est ce qui s'est passé. Finalement, on a peut-être eu une petite réduction en tout cas du temps, peut-être pas du temps de travail, mais en tout cas du temps de mobilité, du temps de bouchon. Mais ça a été pour les hommes au bénéfice de leurs loisirs et pour les femmes pour augmenter leurs tâches domestiques et familiales. Donc ça, cette réduction collective du temps de travail, c'est essentiel. Dans les métiers du soin, c'est essentiel parce que ça permettrait de maintenir, j'allais dire de maintenir la cadence, mais justement non, de diminuer la cadence. Dans les métiers des titres-services, nettoyage, grande distribution, etc. aussi. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Ça permettrait une revalorisation salariale des temps partiels dans lesquels sont majoritairement présents les femmes parce que si on réduit le temps de travail, ça veut dire qu'on augmente le salaire horaire. Donc ça veut dire que en fait, pour les travailleuses qui sont, à temps partiel, elles vont avoir une augmentation salariale si on maintient bien le salaire. Donc ça, c'est quelque chose qui serait vraiment, important et ça permettrait aussi à toutes et tous de tendre vers le temps plein. Ce qui est quand même, pour se constituer des droits en sécurité sociale, pour être avoir une autonomie économique et financière comme femme, c'est essentiel de tendre vers un temps plein, mais le temps plein doit pouvoir être doit pouvoir être tenable toute une carrière en fait. Donc voilà, je peux répondre à vos questions si jamais il y en a. J'ai coupé mon micro. Merci beaucoup. Est-ce que Véronique Lefranc est arrivée finalement?
Je sais bien qu'elle avait des difficultés à se connecter, mais je ne la vois pas et je n'entends pas. Véronique, si tu m'entends, tu prends ton micro? Non? Alors, si Véronique n'est pas là, on peut peut-être passer au moment du débat où Godelieve Hugeux. Est-ce que Godelieve, tu veux intervenir maintenant? Parce que donc Godelieve Hugeux, qui est vice-présidente de l'ACRF Femmes Rurales, voilà, elle m'avait dit qu'elle voulait d'abord écouter et puis réagir. Alors peut-être que maintenant, voilà, le temps est venu pour elle de réagir. On t'écoute, Oui, Godelieve. bonjour tout le monde et merci pour les interventions qui sont vraiment toutes très intéressantes et porteuses de réflexion. Mais moi, j'aurais 3 questions. Disons que je ne vais pas réagir à chaque, après chaque intervenante, mais je voudrais savoir, avoir l'avis de laquelle jugera plus utile de répondre, notamment la proposition de François Ruffin qui disait que les personnes qui sont dans le nettoyage devraient être mieux payées pour les heures avant 9 heures du matin et après 17 heures. Ça n'a pas été voté par les Français, mais je trouvais que c'était une façon un peu de casser les horaires insupportables qu'on propose aux femmes en ne les payant pas mieux. Donc, j'aurais voulu avoir l'avis de mes collègues. Alors, j'avais vu passer aussi un autre truc qui s'appelle la sécurité sociale alimentaire. Ce n'était qu'un petit article, mais est-ce que ce n'est pas une mesure qui permet peut-être d'empêcher trop de pauvreté dans certains milieux? Et donc, pour moi, la sécurité sociale alimentaire, ce serait une façon de distribuer des bons dans des lieux, dans des magasins qui soient plus écologiques et plus locaux. Voilà. Et puis alors, je me demandais aussi par rapport aux syndicats, j'ai toujours rêvé, moi, que les femmes se mettent ensemble pour rouspéter, mais vraiment ensemble, tout parti et toute sensibilité culturelle ou sociale confondue. Est-ce que si on a donc les femmes CSC, il y aurait les femmes, je ne sais pas, libérales, pour arriver quand même à imposer quelque chose. On n'arrive pas à imposer. Et quand ce confinement, j'en ai profité pour classer mes documents et je vois que les titres de presse qui dataient des années, allez, il y a 20 ou 30 ans, puisque j'ai l'honneur d'être retraitée déjà depuis quelques années, eh bien, tous les titres pourraient être redits maintenant. Donc, on a avancé, mais on n'a pas changé. Et donc, j'en appelle évidemment, comme toutes les intervenantes aussi, à un changement de paradigme total qui ferait que la société partirait d'autres normes que celles qui sont à la base maintenant. Voilà. Donc voilà, je préfère laisser le débat pour la suite, mais la question du paiement plus élevé pour les horaires coupés me semble un départ de reconnaissance de tous ces métiers du CARE. Voilà, merci Dorothée. Bien, merci Godelieve. Est-ce que quelqu'un veut... Ah, mais je vois que Véronique Lefranc est arrivée, mais on va peut-être essayer de répondre, et Véronique Debatz aussi d'ailleurs, répondre aux questions, propositions de Godelieve. Effectivement, d'avoir un salaire différencié avant 9 heures et après. Question de la sécurité sociale alimentaire. Je ne sais pas qui veut répondre sur cette question, à cette question. Peut-être Gaëlle, puisqu'on parlait. Oui, oui, vas-y Gaëlle, prends le micro. Oui, voilà. Vous m'entendez? Voilà. Oui, oui. Oui, donc je vais essayer de répondre. Ah bah, donc sur la proposition de François Ruffin, effectivement, qui était assortie aussi de dire, bah, et dans la majorité, dans la mesure du possible, faisons rentrer le temps de travail des travailleuses du nettoyage dans les horaires de travail, ce qui a été testé dans d'autres pays, comme au Portugal, comme dans certains pays scandinaves, et ils y arrivent. On arrive à nettoyer les bureaux tout en étant dans les bureaux. Mais je pense que c'est une bonne proposition, mais effectivement, en plus, c'est un incitant. Enfin, maintenant, j'espère que ça ne va pas. Il faut que ce soit un incitant pour les employeurs de manière générale, mais je veux dire qu'après, vu le faible salaire qu'ont les dames dans le nettoyage, elles ne se battent pas pour rester dans les horaires décalés parce que ces heures-là sont mieux payées. Ça va être un des problèmes. Donc,
Donc voilà, mais en tout cas sur l'idée et sur ce que ça voudrait dire, ce que ça dit de la problématique et de la situation, effectivement, je trouve que toutes ces idées-là valent la peine d'être testées et voilà avec, de toute façon, tout ce qui peut mener à améliorer finalement, les conditions de travail de ces personnes, je pense, vaut vraiment la peine d'être soutenu. Donc ça, c'est la première chose. Alors j'avoue que j'ai pas très bien compris ce que c'était la sécurité sociale alimentaire. Hem, donc voilà, soit j'ai un mot d'explication, soit Pascal, si tu connais, j'imagine que tu sauras bien mieux répondre que moi. Alors sur la nécessité de la convergence des luttes féministes, effectivement, c'est quelque chose d'important. C'est ce que notamment, voilà, on essaye de faire, dans le cadre, dans le cadre du collectif 8 mars et de ce qu'il y a, tout autour du 8 mars, des mouvements autour de la grève des femmes et cetera qui se mettent en place. Ce sont des choses, qui sont tout à fait jouables et faisables. Maintenant, je rappelle quand même qu'on est dans un système de triple domination, la domination patriarcale des hommes sur les femmes, la domination économique voilà, du système capitaliste sur les forces de travail qui sont quand même les travailleurs et les travailleuses, et une domination raciale historique qui vient quand même des blancs sur les autres races entre 10 millions de guillemets, je sais jamais comment dire ça. On est là-dedans. Donc, on est quand même là-dedans. Donc, le rapport de force qu'il y a entre capital et travail va rester. Et donc, effectivement, s'il peut y avoir certains points pour lesquels on peut se rencontrer avec des féministes, oui, voilà, d'autres philosophies politiques, je vais dire, sur certains points concrets, on voit vite que voilà, ce système-là reste toujours compliqué. Enfin, je viens juste d'assister encore un petit peu en même temps que le début de la conférence ici au débat à la Chambre sur la fin du rabotage du congé de maternité. On était de nouveau dans ce clivage-là, quoi. Très clairement, c'était de nouveau la droite et les libéraux qui ont trouvé des excuses pour ne pas voter en faveur finalement des travailleuses avec des sous-entendus comme quoi elles allaient tirer sur la corde et se faire porter pâle maintenant qu'elles le peuvent, et des hommes et des femmes, enfin plutôt des femmes politiques qui portaient plus la parole des travailleuses en disant, bah, enfin, ce système est juste complètement injuste. Et donc, voilà, donc l'axe de tension reste quand même bien là et c'est un axe de lecture voilà, qu'il faut garder. Mais je ne dis pas qu'il peut jamais y avoir de convergence. Voilà. Merci. Peut-être Pascal Vienne, alors sur la sécurité alimentaire ou sur une autre réaction par rapport à ce que Godelieve Hugeux demandait. Oui, très vite sur le temps et la proposition de Ruffin. Moi, je la trouve moins intéressante à chaud comme ça, hein, parce qu'après, le diable est toujours dans les détails et il faut toujours… mais je trouve que s'il y a bien une chose qui est genrée, c'est l'usage du temps, quoi. Et de jouer sur une taxation différenciée de certaines plages horaires, je trouve ça très, très intéressant pour les femmes. Mais voilà, a priori, mérite en tout cas qu'on l'examine. Sur la sécurité sociale alimentaire, je ne connais pas cette carte blanche précise, mais de nouveau, j'ai un peu réfléchi à la sécu d'un point de vue écoféministe, et c'est vrai que si on y réfléchit de ce point de vue-là, on aspire à un État qui soit plus un État protecteur et qui veille et qui mette le care au centre de son éthique d'État et qui veille à assurer à chacun les besoins fondamentaux, c'est-à-dire en toi, l'accès à l'eau, à l'énergie, à l'alimentation, à la mobilité, à l'éducation, bon, voilà. Et que ça peut entrer dans une nouvelle manière de concevoir la protection sociale et peut-être aussi de davantage travailler sur le travailler non plus en espèces ou systématiquement en espèces. Il y a des prestations qui doivent être en espèces, celles qui remplacent le revenu, ça va de soi, mais aussi en nature, parce que les prestations en espèces, c'est toujours l'idée, voilà, on te donne un chèque et puis tu en feras ce que tu veux, quoi. Mais quelque part, ça incite à la consommation et ça incite à peut-être parfois à ne pas aller vers les besoins essentiels quand ils ne sont pas tout à fait couverts. Enfin bon, bref. Je pense que l'idée de chèque qui permet d'acquérir de l'alimentation, ça me paraît tout de même assez intéressant comme idée. Voilà, donc, et cette idée de prestation en nature pour les droits fondamentaux et de prestations assez universalisées aussi, je dirais.
pour pas être stigmatisant et devoir démontrer qu'on est dans le besoin pour avoir droit à. Alors un exemple assez simple, c'est celui de l'eau qui est en vigueur à Bruxelles en ce moment. Donc à Bruxelles, quand vous consommez, vous avez droit à un quota d'eau qui dépend de la composition de votre ménage, qui est ou gratuit ou à très faible tarif. Et quand on dépasse ce quota d'eau, ça devient beaucoup plus cher. Donc à la fois, ça permet de réguler les comportements et d'éviter qu'on ait une consommation excessive d'eau, mais pour les besoins essentiels d'eau, on s'assure que ça reste à un tarif qui permette à la plupart des ménages, en tout cas, d'y accéder. Concernant la convergence des luttes, elle est indispensable, c'est un peu un leitmotiv, elle est super difficile, je pense, et je trouve intéressant de nouveau l'approche écoféministe par rapport à ça, parce que c'est une approche qui est très humaniste, c'est peut-être le lieu d'en parler, au sens où elle reconnaît les différences et elle reconnaît que le féminisme, c'est toujours un combat situé qui part de l'expérience là où elle est vécue, mais en même temps, elle est humaniste au sens où elle a tout de même cette idée qu'il y a des modes d'oppression universels contre lesquels il faut lutter. Le patriarcat, la domination de la nature, la domination nord-sud, j'en ai déjà parlé. Et donc, pour autant qu'on admet cela, la convergence des luttes est possible. Il y a tout de même une forme d'universalisme. C'est-à-dire qu'il faut tout de même au minimum reconnaître que le patriarcat existe et que c'est une forme de domination inacceptable. Donc des féministes qui ne se reconnaîtraient pas là-dedans, ça devient compliqué de penser la convergence des luttes. Voilà. Je vois que Véronique Lefranc est là. Véronique, est-ce que tu voulais intervenir sur la question des femmes indépendantes et peut-être plutôt des familles monoparentales? Oui, tu peux ouvrir ton micro et on t'écoute. Ah, Oui, on t'entend. Ah, voilà, voilà. On t'entend j'espère que pas, vous allez m'entendre parce que voilà. Ah, vous m'entendez pas? Si ou pas? plus ou moins. Si vous m'entendez, Il y a un vois petit des décalage. têtes. Ah, ok. Mais moi aussi, en fait, pendant certaines interventions, ça va, bah, ok, je tiens compte des pouces qui sont comme ça, qui me disent que je peux y aller, alors ça va pas du tout. Je suis dans. Voilà. Je ne sais pas si je peux continuer ou pas. Je ne sais, moi, personnellement, je ne t'entends vraiment pas beaucoup. Je ne sais pas si les autres entendent mieux que moi. Je sais pas. Bah, écoute, Je sais c'est faire pas. encore une Je vais peut-être. tentative. Vas-y, Véro. Ok, allez, j'y vais. Hein. Voilà. Ça va pas, vous me faites des signes comme ça. Mon intervention, tout d'abord, merci. Merci pour cette réunion très intéressante et la qualité des intervenantes et du contenu, parce que effectivement, certaines terminologies ou certains concepts m'étaient à ce jour un peu incompris. Et là, aujourd'hui, à travers les différentes présentations, c'est vraiment la qualité de pouvoir comprendre les enjeux. Très très long, le partage dans le cadre du travail posé dans la commission égalité hommes-femmes au sein du Parlement bruxellois. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai que les inégalités de genre persistent dans la société et alors on s'aperçoit que ce soit dans la sphère privée que la sphère publique, bah, les femmes partent souvent avec un handicap qui est le genre. Et on s'aperçoit aussi que le confinement et l'épidémie ont été franchement des miroirs grossissants des inégalités criantes. Alors qu'on sait que 90% des caissières sont des femmes, que 87% des infirmières sont des femmes, que 90% des aides-soignantes sont des femmes, que 7% des agents d'entretien sont des femmes. Voilà des chiffres qui montrent bien la manière avec laquelle que toutes ces professions, finalement, et vous l'avez dit tout à l'heure, ont été les plus mobilisées pendant cette période de pandémie et qu'on a parlé de tous ces métiers invisibles. Je reprends certains termes qui ont été utilisés aussi, de la manière avec laquelle il est important de revaloriser ces métiers, mais aussi les salaires. J'entends bien le signal syndical aussi.
Ce qui a été aussi vraiment très interpellant, c'est l'épuisement silencieux des femmes. On l'a dit, il faut une répartition entre le temps de travail, mais la répartition aussi au moment du confinement, la charge de travail, la répartition est tout à fait inégale avec les hommes. Et donc, on voit bien qu'il y a un épuisement qui est là, en particulier chez les femmes, et une multiplication aussi des cas de burn-out parentaux. Je n'aborderai pas la question de la violence conjugale. Je sais que Dorothée, tu y consacres un autre groupe de travail, mais là, c'était quand même assez intéressant de voir que dans la région bruxelloise, juste un indicateur qui était quand même assez parlant, c'est la multiplication par 3 des appels sur la ligne SOS, et donc 3 multipliés par 3 des chiffres. Donc, il y a tout un dispositif et des moyens supplémentaires qui ont été mis en place. Et là, nous, on est venu avec une idée qui était le dispositif pharmacie, un peu ce que la France avait proposé, la ville de Liège et de Mons aussi, et de voir comment l'implémenter dans la région bruxelloise. S'apercevoir aussi que 80% des gardes à vue sont liés aujourd'hui à la violence faite aux femmes, donc c'est un phénomène extrêmement inquiétant, et on y reviendra plus tard, mais je pense essentiel de rappeler le contexte et le climat dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le 6 mai dernier, il y a eu une vingtaine de femmes politiques, d'économistes, des responsables d'associations se sont retrouvés sur la chaîne YouTube et ils ont dit stop au coronaviril. C'était pour justement parler de la domination des hommes, et je trouvais que j'avais copié-collé cette vidéo qui est très intéressante d'ailleurs, que je peux vous envoyer, mais je trouve que c'était une belle mobilisation pour montrer la réalité dans laquelle on vit aujourd'hui. Alors pour les chiffres, avec cet arrêt de l'activité économique, on parle de 160 000 personnes qui se trouvent en chômage économique rien que pour la région bruxelloise. La BESI, donc l'organisme qui s'occupe des entreprises dans la région bruxelloise, estime qu'on arrivera à 52 000 personnes. Ce chômage temporaire deviendrait permanent. Il y a un geste que la région bruxelloise a fait pour les titres-services. Vous savez que le secteur des titres-services, majoritairement, ce sont des femmes qui sont employées. C'est 249 entreprises dans la région bruxelloise qui emploient 23 000 personnes. À 99%, ce sont des femmes. Et là, il y a eu vraiment une mobilisation parce que la situation était catastrophique au point où on craignait des faillites. Et là, il y a eu la prime que vous avez entendue, mais surtout une aide supplémentaire, et le secteur a un peu respiré. Nous, on a prôné au sein du CDH une aide journalière parce qu'on estime qu'à un moment donné, les aides, les primes, c'est très bien, mais 4 000 € lorsqu'on sait que dans un secteur, l'économie est à l'arrêt depuis 3 mois, c'est très maigre pour pouvoir y faire face, même si parallèlement, le fédéral a pris des dispositions, notamment concernant le droit passerelle pour les indépendants, concernant le fait de pouvoir postposer ses charges fiscales, et c'est heureusement que ces initiatives ont été prises, mais aujourd'hui, il y a énormément de femmes qui se posent la question, et notamment d'indépendantes, de savoir si elles vont continuer leur activité ou pas, parce que vous le savez très bien, gagner ou travailler pour avoir des clients étant une chose, mais redémarrer comme si c'était la première fois qu'on ouvre son magasin ou ses activités, c'est très très difficile, et il y a un pessimisme général pour les indépendantes. Autre phénomène aussi assez intéressant, c'est de s'apercevoir qu'il y a eu énormément de fraude dans le chômage économique, et majoritairement ce sont les femmes qui en ont été victimes. Pourquoi? Parce que l'employeur met effectivement son personnel au chômage, mais va quand même appeler la secrétaire pour aller faire du travail alors qu'elle est censée être au chômage temporaire. La France a fait un travail assez important d'investigation pour voir l'importance des fraudes dans le secteur, et on s'est aperçu que ce sont essentiellement les femmes qui étaient rappelées à faire une sorte de fonction au noir, si je peux dire, alors qu'elles étaient en chômage temporaire. Alors, beaucoup de questions ont été abordées. C'est vrai qu'on a la croisée des chemins, et que certains voient dans cette crise de la pandémie, ou cet arrêt quelque part, ce stop, cette grande parenthèse qu'on a tous pu vivre,
de se demander, saisissons, c'est une opportunité. Parlons de répartition égalitaire de la charge de travail au sein de la sphère privée. La question de la pénibilité, j'entends que les syndicats sont récalcitrants. La charge mentale et émotionnelle, ces questions ont été abordées, elles sont fondamentales. Est-ce qu'on a le courage aujourd'hui de venir avec des propositions concrètes et les inclure dans ce plan de relance? Voilà toutes des questions que moi, en tant que parlementaire, je pose au gouvernement bruxellois. Je vous avoue qu'à ce stade, j'ai très peu de réponses. Peut-être que c'est prématuré de ma part. Alors, les questions, bien sûr, de savoir quel monde voulons-nous demain, est-ce qu'il y a une reconnaissance du poids porté par les femmes dans notre société, repenser les métiers du care, revaloriser de manière pérenne les salaires, toutes ces questions-là. L'approche écoféministe, très intéressante. Merci, Madame, pour votre intervention dans laquelle on explique bien les différents phénomènes de domination. Et je n'avais pas fait un lien avec celui de la Terre et je trouve ça assez intéressant. Alors oui, je vais dire, le défi du plan de relance, c'est de voir de quelle manière il sera ingenré, de quelle manière l'entrepreneuriat féminin sera pris en considération. Est-ce que ça sera, ils vont s'inspirer du modèle italien qui est assez intéressant, voir aussi de quelle manière dans ce plan de relance, on va pouvoir se repenser. Voilà, c'était beaucoup plus des questions que je voulais apporter dans mon intervention et peut-être finir avec un petit clin d'œil assez intéressant dans la commission à égalité des chances qui est au Parlement bruxellois. Tout à l'heure, quelqu'un a demandé, oui, ce serait bien qu'il puisse y avoir des consensus entre les différents partis politiques. Aujourd'hui, à ce stade, dans tout le travail que nous menons qui concerne l'égalité homme-femme, il y a vraiment un consensus politique. D'ailleurs, la couleur politique, nous ne la regardons pas et les résolutions sont signées à l'unanimité. Peut-être là, un clin d'œil d'espoir sur la manière avec laquelle la transversalité de la question du genre peut être traitée. Je vous remercie. Merci beaucoup, Véronique. Je vois qu'Opaline avait fait un petit signe, elle voulait prendre la parole. Opaline Meunier. Opaline, je ne te vois plus. Est-ce que tu es partie? Ah. La prochaine fois, on se donne rendez-vous sur Zoom. Je crois que oui, elle est partie. Voilà, ça donne l'occasion peut-être à quelqu'un d'autre d'intervenir. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce qui a été dit? Excusez-moi, est-ce que c'était moi qu'on parlait parce que j'avais levé la main? J'ai demandé, j'avais vu la main d'Opaline. Oui, c'est ça, je suis là. Ah ben voilà, on ne te voit pas. Oui, mais je suis désolée, j'ai des problèmes de réseau, donc voilà. Oui, non, en fait, je voulais intervenir par rapport au fait que, en termes de propositions par rapport à IFRABO demain, vu qu'on est dans ce cadre-ci, je pense que ce serait, d'après moi, un minimum, mais du point de vue politique, peut-être, en tout cas, un bon début, ce serait de reconnaître dans les fondements du futur parti, ou je ne sais pas comment on pourrait formuler ça, mais qu'on est un parti qui reconnaît l'existence du patriarcat et qui porte un écoféminisme. Et que ça soit dans un, comment dire, un des dérivés de l'humanisme démocratique, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer, mais probablement que l'humanisme, c'est le caractère idéologique dans lequel on se retrouve tous, je pense. Et donc, ce serait pas mal de pouvoir faire évoluer ce que le CDH sera demain comme étant dans ses fondements la reconnaissance voilà, de la lutte contre le patriarcat en tant que système oppressif, et oui, comme un mouvement, et pas un parti, comme un mouvement aussi qui se revendique écoféministe. Donc voilà, c'était juste ma petite suggestion pour qu'on mette dans les propositions. Je ne sais pas si ça passera, mais j'aimerais vraiment bien. Voilà. Et là, je vois Laurent qui fait déjà. Oh là 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 là. Oui. Voilà. On va mettre ça sur la plateforme. Voilà, je t'invite à le mettre. Oui, il faut le mettre sur la plateforme, bien sûr. Voilà. Alors, quelqu'un d'autre, une autre réflexion, une autre question? Merci, Opaline. Non? Oui, Pascal. Pascal Vienne, prends la parole. Hein. Vas-y. Je me permets juste, puisqu'on arrive un petit peu, je pense, au bout de l'exercice, je me demandais si c'était possible peut-être de mettre le numéro de Société en changement où j'explique un peu ce qu'est l'écoféminisme. C'est un lien
le distribuer aux personnes qui sont présentes et qui ne connaîtraient pas bien ce mouvement. Voilà. D'accord, je n'y manquerai pas. Je vois que Laurent veut parler aussi, merci. Et il y avait aussi Cathy-Lou. Cathy-Lou, peut-être Cathy-Lou et puis Laurent. On donnera quand même la parole à un homme. Alors, Cathy-Lou, est-ce que tu arrives à ouvrir ton micro? Parce que maintenant, je te vois figé. Vas-y, Cathy-Lou. Voilà, bonjour à tous. Aïe, 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 on t'entend pas bien. Oui. Vous m'entendez? Oui, aïe, aïe. Je ne sais pas si vous avez écouté ce matin, Isabella Lenarduzzi à la première. C'était très intéressant sur les gens. Vous entendez ou pas? Un petit peu, on t'entend pas très très bien, mais oui, j'entends que tu as parlé, oui, Isabella Lenarduzzi, je l'avais invitée aussi, mais apparemment elle n'a pas su se joindre, ou effectivement elle parlait ce matin des invisibles et des oubliés de la crise, effectivement. Mais on ne t'entend pas. Des oubliés. C'était très intéressant. Non? Merci, Cathy, parce qu'on a vraiment un problème, on ne t'entend pas bien. Je vais peut-être céder la parole à Laurent. Et comme ça, en même temps, tu peux aussi avoir le mot de la fin, parce qu'on arrive là, on a un peu dépassé l'heure déjà. Vas-y, Laurent. Je ne suis pas sûr que ce soit très adéquat que ce soit un homme qui ait le mot de la fin. Mais non, je voulais d'abord un petit détail pour ces problèmes de son. Souvent, Jitsi fonctionne mieux sur Chrome. Donc, si vous avez d'autres rayons Jitsi, je vous invite à utiliser plutôt Chrome comme navigateur. Souvent, la qualité est meilleure. Sinon, non, je voulais, puisqu'on a fait allusion à la plateforme il y a quelques minutes, je ne sais pas si tout le monde connaît cette plateforme. Donc, il fera beau demain.team, qui est donc la plateforme participative sur laquelle tout le monde peut venir déposer ses propositions, mais également réagir aux idées des autres. C'est également là qu'on essaye de mettre la synthèse des débats. Hein. Donc, normalement, Kenny fera une synthèse de ce qui a été dit aujourd'hui et cela permettra de nourrir cette plateforme. Et donc, c'est là qu'on concentre toute une série d'inputs et qu'on fera une première synthèse durant l'été que l'on remettra en débat dans la deuxième partie du processus. Mais alors, sur cette plateforme, justement, il y a assez peu de réactions de femmes. Autant il fera beau demain, sur la page Facebook, on a une majorité de femmes, on a encore dans les contributeurs un équilibre assez respecté, mais sur les propositions en tant que telles, là, il y a très peu de femmes qui en font. Donc ça, je voulais vous inviter, si vous avez l'occasion d'aller voir cette plateforme, d'aller déposer vos propositions, mais aussi de réagir aux propositions des autres. Et notamment d'éviter peut-être de vous centrer uniquement d'ailleurs sur les propositions qui touchent à la question de l'égalité des genres. Moi, personnellement, ça m'intéresse d'entendre l'avis des femmes sur toutes les questions, hein, sur les questions économiques, sur les questions de démocratie, etc. Et pas simplement sur cette question importante de d'égalité hommes-femmes. Parce qu'il ne faudrait pas non plus que les femmes ne s'expriment que sur cela. C'est dans l'ensemble des dimensions de la société qu'on a besoin d'entendre leur voix. Donc voilà, ça c'est voilà. Pour l'instant, j'ai un regret dans ce manque de propositions. Donc, si vous avez l'occasion d'y aller, d'y répondre, ça sera essentiel pour avoir des résultats qui soient plus respectueux de la diversité des genres. Voilà, merci pour le débat aussi et merci pour vos contributions à toutes et à tous. Et j'ai été heureux en passant de voir Nathalie et Pascal, que je n'avais plus vu depuis longtemps. Juste pour la petite blague, ça ne m'étonne pas, Laurent, qui est absolument presque que des hommes sur ta plateforme. On demande de donner son avis dans tous les domaines, sur tout et sur rien, alors qu'ils ne sont pas forcément experts. Ça ne m'étonne pas qu'il y ait 90% d'hommes qui participent. Ça, c'est clair. Voilà. Okay, on va essayer de suppléer en qualité dans les semaines à venir. Voilà, je ne voudrais pas terminer ce débat. Si quelqu'un veut encore ajouter quelque chose, c'est vrai que je m'étais dit, on va peut-être, voilà, Véronique Debat, je t'en prie, Véronique, prends la parole. Voilà, bonjour tout le monde. Juste, pas longtemps, j'ai été out de la conversation pendant 20 minutes, je pense, parce que mon Wi-Fi a planté. Donc, voilà, j'ai eu le plaisir d'écouter Pascal Viel sur l'écoféminisme qui m'a énormément, connaissait un petit peu, mais pas bien. C'est très intéressant. Je travaille à l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes et je voulais rappeler qu'on a donc cette législation en Belgique sur le gender mainstreaming et que je dirais la dernière
mesure qui a été prise et sur laquelle moi personnellement j'ai bien râlé, c'est et qui montre que cette législation n'est malheureusement pas suffisamment mise en œuvre, il n'y a pas assez de volonté politique par rapport à ça, c'est la question du congé parental Corona. Mais sans doute que ce sera plus l'objet de la discussion dans le groupe de travail conciliation, mais c'est quand même intéressant de voir que quand et c'est le risque, je trouve, un peu ici, que sous couvert de mesures de crise qui doivent être prises rapidement, voilà, parce qu'il y a aussi un lobby, ici, en l'occurrence de la Ligue des familles, d'une série d'acteurs, également associatifs. On prend des mesures qui sont ensuite l'objet d'un compromis, mais qui ne font pas l'objet. On entend très mal. Je vois qu'on entend très mal ce que je dis. Mais ça va, on t'entend quand même. Vas-y, continue. Ce que je peux faire, c'est mettre mon casque. Vous m'entendez mieux comme ça? Oui, ça va. Oui, ok. Ce que je disais. Bref, qu'il n'y a pas de. Sur cette question de la prise du congé, de la création de ce congé parental Corona, il n'y a pas eu d'analyse du tout en termes de genre, alors qu'il y avait, avant la crise du Covid, une série de débats au Parlement sur la place des pères dans la sphère privée avec un nouveau congé de paternité. Voilà, il y avait vraiment un débat qui était lancé et on dirait que voilà, il y a cette crise et puis tout à coup on prend cette mesure qui, voilà, on sait très bien que le congé parental, même en temps de crise, il va être pris par les femmes, quoi. Il y a une grande chance. Et donc voilà, donc on est de nouveau dans une mesure qui n'est pas égalitaire, voilà, et qui n'a sans doute pas été suffisamment réfléchi. Et donc voilà, donc ça c'est un peu inquiétant. Voilà, c'est la mise en œuvre de cette législation d'un mainstreaming qu'il faut, voilà, et pour laquelle il faut une vraie volonté politique, et le fait que ce soit une vraie priorité, voilà. Merci beaucoup, Véronique. Alors, c'est vrai que je m'étais dit qu'on allait peut-être conclure avec une mesure phare, recommandation phare, mais c'est vrai qu'il y en a plusieurs qui ont été égrenées au cours du débat, qu'on pourra continuer ce débat lors des autres ateliers, surtout, à mon avis, celui qui est le plus proche, donc sur la vie familiale et professionnelle. Voilà, mais je voudrais pas vous laisser vous quitter si quelqu'un veut encore intervenir surtout avec une proposition. Alors, je vois, il y a des petits messages. Oui. Moi, si je peux peut-être intervenir. Je n'ai pas entendu qui parlait. C'est Dorothée. Si je peux peut-être intervenir. Ah ben voilà, Dorothée, vas-y. Et puis j'ai encore vu Pascal Biel et on terminera avec Pascal Biel. D'accord, mais pas pour une proposition, c'est pour revenir un petit peu sur ce qui a été dit et justement sur ce qui a été présenté par Pascal, parce que je m'y retrouve. Lorsqu'elle se penche sur la question des masques, c'est incroyable. Donc, tout ce qu'elle a pu développer, parce que j'ai pu, avec une équipe de couturières bien sur le terrain, donc mener cela. Et tout ce qu'elle a pu développer, je l'ai rencontré. Les soucis de ne pas être entendues, de ne pas être reconnues, alors que ces dames ont foncièrement, elles ont bien géré le tout. Mais ça peut quand même évoluer, parce que suite à ça, j'avais écrit un article et j'ai eu une réaction où un monsieur me montrait à Roubaix, donc un groupement qui s'est remis en place justement dans un atelier pour relancer ces masques et donc enfin voilà. Et donc je voulais réagir. J'avais encore une petite question peut-être pour Pascal, quelque chose que je n'avais pas comprise. C'est lorsque vous évoquez donc le travail sur les pensions fondées sur la citoyenneté plutôt que sur la carrière professionnelle. Ça m'intéressait. J'ai pas bien compris. Enfin, si on a le temps, hein, maintenant, si on n'a pas le temps. Oui, non, c'est intéressant. Voilà. Oui. Merci Dorothée. Oui. Pascal Biel. Merci beaucoup. En fait,
Je ne l'ai pas dit tout à l'heure parce que le son était mauvais au moment où j'ai commencé à parler, mais je voudrais quand même vous remercier de m'avoir invité dans ce débat. Je voudrais aussi demander à l'intervenante qui m'a précédée, je crois que c'était Dorothée. Oui. Je serais très heureuse d'avoir votre texte, ce que vous avez écrit, puisque je commence une recherche sur ces questions des masques et donc j'essaie de glaner le plus d'informations du terrain possible. Et voilà. Donc, je servirai d'intermédiaire. Dorothée, envoie-le-moi et j'enverrai à Pascal. Alors, sur les pensions, précisément, pour faire très court, en fait, on a plusieurs régimes d'État-providence, c'est ce qu'on dit. Hein. Il y a les pays scandinaves, sociodémocrates, les pays dits conservateurs, corporatistes ou continentaux qui sont les nôtres, les pays anglo-saxons, les pays du Sud. Et alors, dans le modèle anglo-saxon ou celui que je préfère, le modèle scandinave, au lieu que la pension de base soit fondée sur les cotisations professionnelles et le travail et la carrière, en fait, elle est fondée sur la citoyenneté, c'est-à-dire que c'est le fait que vous avez été contribuable, le nombre d'années où vous avez été contribuable, ce qui ne veut pas dire que vous devez avoir payé des impôts, mais que vous étiez, vous avez peut-être reçu un remboursement même, mais vous étiez contribuable, signifie que vous étiez susceptible d'en payer à tout le moins, qui fait que vous gagnez des années de pension et ça vous permet d'accumuler une pension de base qui est une pension qui vous permet pas de vivre luxueusement, mais de vivre dignement, qui est plus élevée que la plupart de nos pensions. Alors évidemment, par rapport au fait que les femmes ont des carrières atypiques, souvent, et des horaires atypiques, et que tout ça fait qu'elles accumulent difficilement des droits à la pension quand ils sont liés à la carrière ou au travail, ce système est évidemment beaucoup plus favorable et pour les femmes et pour tous les travailleurs atypiques qui ne sont pas des travailleurs à plein temps, à durée indéterminée, qui sans interruption dans leur carrière, etc., ou qui n'ont pas été dans différents régimes au cours de leur carrière. Voilà ce qu'on appelle, si vous voulez en savoir plus, on peut échanger par ailleurs. Et puis, mais oui, puisque vous demandiez si quelqu'un voulait encore ajouter un petit mot de la fin. Et je voulais rebondir sur ce qu'avait dit Laurent, aussi un petit peu, mais pas d'humour dans le fond, c'est quelque chose que je pense profondément. Combien il a été important pour moi, y compris dans mon combat féministe et dans des milieux très masculins. Alors je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer les féministes, mais tant pis. D'être soutenue par des hommes véritablement engagés pour l'égalité. Et donc, autant je pense important que des femmes soient présentes dans tous les domaines, même les plus durs, l'économie, etc., autant il me paraît essentiel que des hommes engagés en faveur de l'égalité, et j'en connais, soient présents dans ces causes qu'on dit de femmes, que ce soit la violence à l'égard des femmes, que ce soit la question du partage des responsabilités familiales, que ce soit la situation des femmes sur le marché du travail. Je crois vraiment très profondément que si ça demeure juste un combat de femmes, ça ne va pas être simple d'y arriver, quoi. Donc, voilà, il faut essayer, puisque vous fondez le parti, là où je suis pas là, essayer d'impliquer aussi les hommes dans toutes ces causes qui concernent les femmes. C'est vraiment important et je me réjouis de voir qu'il y avait des hommes aujourd'hui parmi nous. Merci. Merci beaucoup, effectivement, on les remercie aussi. Et comme je le dis souvent, en fait, quand on fait des réunions de femmes et qu'il y a des hommes, on les remercie toujours. Mais quand il y a des réunions à domination masculine et qu'il y a quelques femmes, j'entends rarement quelqu'un qui les remercie. Mais bon, ça fait rien, on est très content de les avoir et voilà, effectivement, je suis tout à fait d'accord. Mais voilà, je vais vous remercier à tous et toutes d'être venus, d'avoir assisté, surtout d'avoir nourri la réflexion. Donc, on remercie aussi Kenny qui va faire un travail de rédaction et on va essayer de faire circuler les textes dont vous avez parlé et notamment la pension citoyenne. Mais je vois que Marie me fait un signe. Voilà. Est-ce que quelqu'un... Xavier a parlé. Oui, vas-y, Marie, vas-y. Xavier aurait bien la parole. Qui ça? Si quelqu'un veut prendre la parole, il faut ouvrir le micro simplement. Voilà, aurait bien aimé prendre la parole. Voilà, j'attendais sagement d'avoir l'autorisation. Ah, voilà, mais je t'en prie, Yann. Non, je vais juste rebondir par ce qui vient d'être dit. Effectivement, quand on a un combat d'égalité, c'est vraiment un travail
des deux parties, des deux côtés. Avec Gianni, on est parti sur les classes moyennes et la revalorisation. Et pour nous, l'égalité est importante parce que tout s'inclut en vérité avec les familles monoparentales et tout. Et c'est un combat quand on est pour l'égalité, que ce soit surtout pour les femmes, parce que quand on est parti dans cette réflexion avec Gianni et on a interpellé énormément, on a eu un rendu de beaucoup de femmes qui sont venues vers nous pour crier leur alarme par rapport à leur situation, les aides familiales, les aides ménagères et tout ça. Donc voilà, on fait partie de ce combat-là avec vous en tout cas. D'accord. Merci beaucoup pour ce soutien. Voilà, je crois que on a bien travaillé aujourd'hui. Ben, je vous invite à nous rejoindre pour les autres groupes de travail si vous avez l'occasion. Donc, violence mardi prochain et puis alors dans le 16 sur famille et profession. Marie, tu veux encore dire quelque chose? Oui. Marie, oui. J'aurais bien aimé juste un petit mot. J'en ai parlé par rapport à l'arrondissement et tout ça. Comme on en avait déjà parlé, 17 heures, c'est fort tôt pour certaines personnes. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont attendre le compte rendu que je vais faire, mais elles terminent souvent à 17 heures, donc c'est le souci de finir pendant, elles avaient peur de déranger. Donc voilà, moi, j'ai laissé le libre choix, mais c'est vrai que ce n'est pas évident de trouver une heure qui conviendrait à tout le monde. Donc voilà. Voilà, c'est très difficile, effectivement. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Au revoir et bonne soirée. On essaiera de vous faire part alors du compte rendu. Voilà, merci. Merci, au revoir.